Donc ce matin, le panel qui va durer entre 50 minutes et 1 heure. On a un petit peu décalé, ça dépendra si vous devez partir à 12 heures pétantes ou si vous avez 5-7 minutes de battement. Je crois que tu as un train dans la foulée, Philippe, donc tu me dis ça passe. Et puis nous terminerons par un petit point d'actualité réglementaire avec notre ami Hubert de Voplan. Et après, on va manger tous ensemble et discuter et networker. Sans plus attendre, merci à nos panélistes de ce matin. Donc, Martina Wemert, CEO du PI Company, Philippe Lolani, directeur général carte bancaire, et Gilles Grappinet, directeur général Worldline. Peut-être rapidement un premier tour de table pour représenter brièvement vos entités, même si tout le monde les connaît quand même beaucoup, mais brièvement, Martina. Oui, donc EPI ou non commercial Vero ou Vero en fonction des prononciations. Donc une solution d'un wallet européen qui a vocation de traiter tous les types de transactions des consommateurs, donc à partir du P2P, P2Pro, paiement facture, mais aussi e-commerce et paiement proximité. Plus des services à valeur ajoutée sous forme donc d'un wallet avec association de différents services à valeur ajoutée en étroite collaboration avec les banques et les acquéreurs qui sont dans nos actionnaires au niveau européen. Et on travaille sur 5 pays au départ, donc la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, pour le faire très court. Merci beaucoup. Philippe. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis administrateur de carte bancaire. Carte bancaire, c'est le réseau national de paiement par carte et mobile français, créé en 1984 sous l'égide des politiques, Pierre Bérégovoy, donc qui va fêter ses 40 ans cette année. C'est 77 millions de cartes CB en France. C'est 15 milliards de paiements, dont 7 milliards de mobiles, de paiements sans contact, je veux dire. C'est 2 milliards de paiements e-commerce, donc voilà, sur 14, 7 sans contact et 2 milliards e-commerce. C'est 20% des paiements cartes en Europe, on en reparlera tout à l'heure. C'est 2/3 des dépenses des ménages journalières dans le retail, donc c'est important. Et c'est aussi une centaine de membres, il n'y a pas que des banques, il y a tous les grands industriels du paiement et il y a 2 collèges, il y a à la fois le collège des banques et des industriels du paiement et il y a le collège des titres restaurants dématérialisés, les NDRED ou autres, et quelque part Pluxee, Up, Swile, et quelque part ils font 6 millions de cartes, ces gens-là, ils sont très innovants et très internet, il faut y penser aussi. Voilà, et c'est aussi un groupe. C'est pas juste la carte, il y a des filiales. Il y a une filiale pour les tests qui est à Caen, donc on est très souverain, bleu, blanc, rouge. Il y a une filiale pour l'intégration qui est Frenchis. Et puis il y a une filiale que j'ai réintégrée à Caen dans la filiale de test, qui est la filiale de certification. Donc ça veut dire, pourquoi je précise ça, c'est qu'on est capable de tester, d'intégrer et de certifier. Donc on est Made in France bout en bout. Merci beaucoup Philippe. On a déjà un petit début de souveraineté. Gilles. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis directeur général de Worldline. Worldline, c'est un des leaders européens des services de paiement. On est plutôt dans la catégorie des industriels dans ce tour de table. On est à la fois un fournisseur de services financiers pour l'écosystème des émetteurs. Beaucoup de banques, on sert près de 350 banques et en gros, nos systèmes supportent 120 millions de cartes à travers toute l'Europe. Environ 300 émetteurs sous des formes diverses, cartes de débit, cartes de crédit, mais aussi on est un grand opérateur de paiement non carte, paiement compte à compte, instant payment. On est opérateur d'importance vitale à ce titre dans un certain nombre de pays européens, pas en France, même si on opère des infrastructures qui ont toujours une certaine criticité. On est surtout connu pour être un très grand acquéreur et accepteur pan-européen. On traite à peu près 480 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires commerçants qui transitent sur nos plateformes et qu'on reverse aux commerçants pour leur restituer les paiements qui ont été faits sur les différents schémas de cartes. Notre actualité du moment, c'est la préparation sur le marché français du lancement opérationnel d'une joint venture totalement stratégique pour nous, Call, CAWL, qui est notre joint venture avec le Crédit Agricole, dont toutes les autorisations ont été obtenues et qui sera live et nous ouvrira dans le premier métier du groupe, l'acquisition en partenariat avec le Crédit Agricole, le premier marché d'Europe continentale en 2025. Merci. Ah oui, dernière chose, on est aussi un actionnaire de EPI depuis quasiment l'origine. Donc on n'a que des amis sur scène.
Donc, peut-être commencer par toi, en fait, parce qu'en plus, tu as un passé, on le sait, enfin, pour ceux qui ont fait Wikipédia, aussi un passé politique. Le mot souveraineté, ça veut dire quelque chose dans ton langage quand tu l'utilises. Ça m'intéresse là, dans le langage qui nous concerne ce matin, le paiement. Ça veut dire quoi, la souveraineté dans un domaine technologique, aujourd'hui, dans le contexte géopolitique de 2024, quand on en parle? Eh ben, écoute, c'est à mon avis la bonne façon de démarrer. Moi, c'est un mot que j'utilise moins qu'un autre, que je trouve qui est une des vrais progrès qui a eu lieu à Bruxelles sous la commission qui s'est terminée, qui est de moins parler de souveraineté et davantage d'autonomie stratégique. En fait, et je pense que c'est important de s'entendre sur ce vocabulaire. La souveraineté, ça a un côté, on a tout fermé et on contrôle tout. L'autonomie stratégique, c'est la possibilité, à la fois dans une logique défensive et offensive, de se donner deux moyens quand on est une organisation. Alors on peut dire un État, un projet comme l'Europe, une entreprise. Chacun à son niveau doit gérer une autonomie stratégique. C'est quoi sur le plan défensif? C'est s'assurer que pour l'efficacité de ces opérations, voire leur continuité, on a toujours une alternative globalement sous notre contrôle en cas. Donc on a découvert pendant la Covid qu'il y avait des dépendances stratégiques qui fait que sur certaines productions de base dans l'industrie pharmaceutique, même très schématiquement pour les masques au tout début, nous avions en réalité des supply chains qui étaient totalement sous dépendance externe. Bon, l'autonomie stratégique, savoir repenser la chaîne de production en essayant de s'assurer qu'il y a toujours une alternative qui est davantage sous ton contrôle. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas les bienvenus, qu'ils ne peuvent pas coexister, au contraire. Il y a de la diversité, mais dans l'autonomie stratégique, tu préserves au moins un rail, une logique d'approvisionnement, une logique de production qui est davantage sous contrôle. Dans une logique offensive, ce n'est pas moins important, c'est la possibilité de pouvoir exécuter ta vision en ayant globalement, sous une forme de contrôle communautaire, tous les ingrédients qui te permettent d'avoir une pensée. Je prends un exemple simple. On veut lancer une marque de paiement européenne, on y travaille depuis des années sous la houlette efficace de Martina. Il faut avoir des émetteurs, il faut avoir des acquéreurs, il faut partager une vision, et il faut avoir évidemment un opérateur industriel, un schéma de main. Si tu n'as pas ces trois composants, tu peux rêver d'avoir un schéma, mais à la fin, tu es totalement dépendant de la bénévolence de gens qui, eux, ne vont pas forcément partager ton agenda stratégique de te donner plus d'autonomie, par exemple en te donnant enfin une marque de paiement un peu à l'échelle de l'euro, truc qu'on a un peu oublié, passing by, depuis 20 ans. Voilà, et donc, parler autonomie stratégique, c'est un vocabulaire un peu différent de la souveraineté. C'est s'assurer que dans un monde ouvert, globalisé, où il faut de la compétition et de la coopération, on a quand même, à tout moment, pensé qu'on a la capacité de notre forme d'autonomie si on en a besoin. Généralement, quand tout va bien, on ne se rend pas trop compte des dépendances. Il faut juste se souvenir qu'une dépendance, tu la payes toujours. Tu la payes de manière très désagréable en cas de crise, quand à un moment donné, quelqu'un décide de retirer la prise ou de faire d'autres choix de priorité. Et quand bien même tu n'es pas en crise, tu es en mode paix, tu la payes très cher économiquement. Parce que cette dépendance, tu la paieras sur le système de prix. À la fin, quelqu'un sait te facturer ta dépendance. Et donc, dans le paiement, on sait très bien, il y a des débats très actuels en France sur le niveau de prix des schémas de paiement qui reflètent aussi une dépendance sur des flux cross-border, par exemple, ou sur des flux internationaux. Tout le monde le sait, on a le choix entre deux schémas internationaux. Ils sont très efficaces, très puissants, très créatifs. Néanmoins, ils ont un pricing power qui est très peu contestable. J'ai encore plein de questions, mais je reviens. Philippe, tout à l'heure, en te présentant, tu as parlé, tu as dit bleu, blanc, rouge, je crois, même à un moment sur une des marques. Souveraineté, c'est à l'échelon local, quand on en parle aujourd'hui, donc la France ou l'Allemagne ou l'Italie, ou c'est à l'échelon du projet, parce que tu as utilisé le mot projet, tiens d'ailleurs pour l'Europe, c'est un projet. Ou c'est quoi en fait? C'est quoi le bon échelon, la bonne granularité? Les deux, mon général. Déjà, on le voit en temps de guerre, enfin, ou même en Covid, Gilles l'a indiqué, du jour où il y a eu le virus, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de masques. Et l'artisanat local a fait des masques. On n'est pas allé. Il faut arrêter de penser à la mondialisation heureuse. Les masques de Chine, ils n'arrivaient pas tout de suite. Il y a eu des morts avant qu'ils arrivent. Hein. Puis les Chinois, ils se les sont pris pour eux d'abord. Donc voilà, on peut penser mondial, mais quand il y a une crise, j'en viens aussi à la guerre. Moi, j'ai fait l'IHED en 2006. J'avais le patron des drones français avec moi. À l'époque, il n'avait pas de budget et tout. Bon, la guerre est ouverte. On s'aperçoit de quoi? Que la super technologie, l'innovation, du Rafale et tout, je suis tout à fait pour.
Sauf qu'on n'avait pas prévu que les guerres d'aujourd'hui, avec quelques élastiques et quelques bricolages, nos amis ukrainiens qui souffrent tous les jours arrivent à se défendre. Et puis de l'autre côté, les Coréens alimentent d'obus qui ont de 20 ans nos ennemis russes et qui bombardent les... Donc ce que je veux dire, c'est que quand on parle de fonction vitale et qu'il y a une crise, c'est déjà la close loop territoriale qui revient. Donc ce maillon-là est Parce qu'on encore l'a bien réel. vu. Oui, l'Europe, c'est bien, je la valide à fond, mais quand il faut qu'elle se réunisse pour projeter, mais quand il faut agir vite, il faut être en résistance. On a parlé ce matin du offline. Quand il y a un incident, c'est plutôt sympa d'avoir du offline. Donc, ce que je veux dire, c'est dans la génétique, pour y revenir, de carte bancaire, il y a un triptyque fondamental qui a fondé ce GIE sous l'égide des politiques, je le dis bien. C'est à la fois la résilience, la sécurité et l'innovation. Tout ça pour la souveraineté. Donc c'est un carré magique. La souveraineté est au-dessus des trois éléments génétiques. Donc clairement, la priorité, elle est nationale. Il faut pouvoir fonctionner même local. Je veux dire, il faut pouvoir fonctionner. On parlait du cash tout à l'heure. Aujourd'hui, 60%, je l'ai dit, 2 tiers de la consommation des ménages courants se fait aujourd'hui par carte. Derrière, la carte, c'est le cash. Et puis, on a dit 10 à 15% de mobile. Quand le Covid est arrivé, si on avait eu qu'Apple Pay ou les paiements mobiles, on aurait été très mal. Tu le sais mieux que moi, il y a encore des zones blanches en France. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la complémentarité, elle est fondamentale. Et puis c'est pareil, le cash sans la carte, ça va être compliqué. Parce que bien sûr, qu'en scénario de crise, on peut aller retirer de l'argent au guichet. Mais clairement, c'est pour ça que les systèmes de fallback, de offline et tout, ils sont vachement intéressants, y compris chez les commerçants. On les a chez CB, historiquement. Le système territorial, on l'a. CB, c'est plus d'1 million de points d'acceptation. C'est interopérable. Ça a été fait par un raisonnement. À l'époque, on avait un commissariat au plan. Le commissariat au plan, il avait désigné 3 choses. On en a toujours un, mais on n'a pas beaucoup de plans de moyen terme. On a juste le commissariat. Non, mais clairement, je ne fais pas de débat politique, mais clairement, moi, je respecte ceux qui ont fait le GIE carte bancaire sous l'égide des politiques parce qu'il y avait déployé une invention industrielle française, technologique venant des télécoms, la puce. La puce, elle a été inventée en 1974 avec Moreno et tout ça, mais c'est qu'en 1984 qu'elle est devenue microprocesseur et qu'on a intégré. On parle de bulles. L'autre jour, j'étais avec des sénateurs, ils me disaient « Mais Bull, est-ce que ça faisait de l'informatique avant ?» Il faut bien voir la rupture générationnelle qu'on a. Aujourd'hui, Atos est à vendre. On a des sénateurs qui ne savent pas que Bull... Et je ne fais pas de politique, je dis juste il faut se rappeler de l'histoire. Donc on a un réseau territorial souverain fondé sur le déploiement d'une technologie industrielle, fondé sur la mise en commun de tous les moyens des banques françaises. Le GIE rassemblait toutes les banques françaises. Ça veut dire que toutes les cartes étaient co-badgées. Qu'est-ce que veut dire co-badgé? On y revient. C'est que quand je suis dans mon territoire et j'arrive au territoire, quand je suis dans mon territoire français, dans une carte co-badgée, c'est CB qui opère vos données, qui opère vos paiements, qui ne les vend pas, qui les sécurise. On est made in France de bout en bout. Et ça n'est pas... Ce n'est pas une image, c'est une vérité parce que ça fait 40 ans qu'on le fait. Donc c'est une filière industrielle, c'est une filière sécuritaire. La fraude, on la contrôle. On a vécu en 2023 le plus bas niveau historique de contrôle des fraudes sur les cartes bancaires, y compris paiement mobile, y compris le développement de 7 milliards de sans contact. Il n'y a pas que le Covid qui a développé le sans contact. On a déjà eu 3 milliards de transactions avant le Covid. Maintenant, on en a 7 milliards. Tout ça, ça se fait avec des taux de fraude très bas. Et la résilience, on en parlera sans doute. Il n'y a pas eu un incident sur le réseau carte bancaire STED depuis... Alors, il y en aura peut-être un aujourd'hui, malheureusement, ou demain, mais il n'y en a pas eu un depuis des dizaines d'années. Et donc, Visa est tombé à Londres. Donc le co-badging, j'y reviens, quand vous avez 2 marques sur votre carte, quand vous opérez en France, dans le temps, ça s'appelait la carte domestique et la carte internationale. Je finis là-dessus. L'innovation, c'est bien, mais il y a moins de 10% des Français qui vont à l'étranger. Puis en temps de crise, il y en a de moins en moins. Donc le CB, c'est là pour protéger l'inclusion territoriale, le pouvoir d'achat, la sécurité et les paiements domestiques. Et clairement... je suis à fond pour le Wiro, je suis à fond pour les wallets européens, je suis à fond pour les infrastructures européennes, sauf que il ne faut pas qu'on rêve. J'avais invité Alain Bauer au forum de CB. La guerre, elle est pas aujourd'hui en Europe, elle est depuis 2014. Moi, j'étais en Ukraine avec la BNP1 en 2014, donc je sais exactement quand ça a commencé à se déclencher. On est en guerre, il faut se comprendre. On a des éléments, des actifs historiques souverains, et on parle de souveraineté là, qu'il faut protéger. C'est vrai aussi pour l'eau, c'est vrai pour le nucléaire, c'est vrai pour les rails, c'est vrai pour... Voilà, il faut savoir ce qui est vital. Et quand c'est vital, on compte pas sur les autres. Quand on a une crise et que c'est vital, donc résilience, sécurité,
Et sans oublier l'innovation. Le sans contact, on fait le sans contact plus. Alors, pendant des années, on a fait du bashing CB en disant « Ouais, mais Philippe, avec le Monténégro, t'es le seul en Europe à pas avoir le sans contact plus ». Bon, excusez-moi, la priorité, c'était de faire du sans-contact sécurisé. On l'a fait pendant le Covid, on a 7 milliards, on pèse 20% de l'Europe en sans-contact. Et maintenant, on fait le sans-contact plus parce qu'on maîtrise nos niveaux de fraude. Et comme on disait tout à l'heure, il faut taper le code parce que je ne mettrai pas le sans-contact plus sans code. Parce que sinon, ça va partir en sucette. Oui, je dis très clairement, dans le paiement, c'est la confiance qui est une innovation qui se tape 2 ou 3% de fraude, et ben elle est morte et vous perdez la confiance. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis à fond pour l'innovation. On parlait de PayPlug, le Tap to Pay tout à l'heure. Voilà, le Tap to Pay est une innovation. Ben, CB l'a fait en Samsung avec BPCE, l'a fait avec BNP. Voilà, donc, et Antoine a parlé des offres CB. C'est le dernier pilier, bien sûr. Je nie pas l'innovation, mais en période de crise et de besoin de souveraineté, l'innovation doit être déployée très largement sur le territoire et je laisse la parole à Martina, et potentiellement en Europe. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le finir sur la carte, le projet carte européen, on ne rattrapera pas, un jour j'étais avec Gilles dans un autre débat, clairement, l'erreur fondamentale, c'est d'avoir fait l'euro sans avoir fait de réseau de paiement européen. On pouvait le faire, hein. On ne l'a pas fait. Derrière, la deuxième erreur fondamentale, c'est en 2014-2015, les banques européennes ont vendu le réseau Visa Europe pour des dizaines de milliards. Personne n'a rien dit, ni les politiques. Okay. Troisième erreur, on a arrêté EPI Carte, c'est arrêté parce que l'Europe ne s'est pas faite sur la carte. Nos amis et concurrents ont mis le paquet pour pas que ça se fasse, mais il y a encore une opportunité, c'est de le faire sur la suite, sur le digital, le wallet. Mais je voulais dire que pour la carte, en France, c'est la carte et le mobile, et 90% des cartes, des paiements mobiles aujourd'hui se font en France par carte. Donc c'est aussi CB-Stat, hein, il n'y a pas de sujet. Donc on tient les paiements mobiles et par carte de notre territoire français à plus de 80%. On tient la sécurité avec le régulateur, on tient l'innovation avec le sans contact plus, et on tient les potentielles évolutions européennes avec Wero, que les banques françaises et des acteurs comme Worldline appuient. Donc je trouve qu'en termes de souveraineté, il faut le faire savoir. Pour le faire savoir, on a fait une dernière campagne, le Made in France. Je me laisse un peu de questions pour après. Et je réponds bleu, blanc, rouge, parce qu'il dit qu'il parle vite, mais moi j'essaie de parler encore plus. Si tu prends 10 minutes à chaque question, c'est pas ton train de 12h30 que tu vas rater, c'est celui de 16h. Hein. D'habitude, tu coupes assez rapidement. Non, là, je t'ai pas coupé, je t'ai laissé emporter, je me suis dit, là, il s'arrête où je croyais qu'on était en période de réserve électorale, t'as failli me faire un programme, là. C'est un programme, l'autonomie stratégique est un programme. Là, c'est très sérieux. Si on ne parle que de coûts commerciaux, et d'ailleurs, les commerçants... Je peux passer à Martina et revenir à toi après. Il faut arrêter de parler de coûts commerciaux, il faut parler d'autonomie stratégique. Je reviens, promis. Martina, donc j'imagine que tu as des Philippe dans chaque pays où tu travailles. Non, c'est pas vrai. Et comme ça, on en a qu'en France. Hein, donc, c'est vrai, en France, c'est assez exceptionnel, mais je te laisse poser. Non, ma question, c'est que, non, exceptionnel, mais je partage un certain nombre de points, évidemment. C'est normal de voir d'abord ce qu'on fait de bien dans chaque pays. J'ai beaucoup voyagé en Europe et beaucoup de pays sont aussi très fiers de ce qu'ils ont pu faire quand ils ont une infrastructure qui marche. Toi, tu arrives en disant, c'est super ce que vous faites, mais nous, on voudrait le faire au niveau européen, qui est de plus en plus un projet dans beaucoup de bouches plus qu'une réalité parfois. On se demande où on en est. On est live depuis 2 jours en Allemagne, donc non, mais ça, c'est cool. Ce n'est plus qu'un projet. Je ne parle pas de pays, là. Je parlais de l'Europe. L'Europe est live depuis longtemps, mais des fois, on se demande. Et donc, ma question, c'est aujourd'hui, avec les différents pays que tu essaies de fédérer, pour cette initiative, j'allais dire, est-ce que c'est le même type de débat que tu as dans chaque pays, ou vraiment il y a des pays beaucoup plus moteurs sur ce sujet de la souveraineté en la voyant à l'échelon européen, en se disant que l'échelon local, il est moins le problème. Enfin, voilà. Oui, alors c'est effectivement très différent selon les pays. Ce qui est frappant, c'est que les grands pays sont les plus ouverts à raisonner souveraineté, indépendance stratégique à l'échelle européenne. Bizarrement, je trouve très étonnant que les plus petits sont les plus... arc-boutés. Oui, exactement, et les plus difficiles. Maintenant, c'est vrai aussi que quand nous, on regarde au niveau du paiement, c'est vrai qu'en France, c'est assez exceptionnel. Les Allemands sont très, très fiers de leur scheme carte parce qu'il n'est pas sur une propriété intellectuelle de Visa, on va dire, et qu'il est plus indépendant, on va dire, intellectuellement et par les standards qu'ils utilisent, mais aussi très, très limité.
Par exemple, on ne peut pas faire de l'e-commerce avec le SkimCart allemand. Ça limite un peu. Donc bon, c'est bien, mais très défaillant, trop faible en tout cas. Quand on a eu les réflexions sur la carte européenne, on a beaucoup parlé de ces sujets-là. Et c'est vrai que la France est assez exceptionnelle en termes de couverture et de savoir-faire. Et qu'on est un acteur industriel en France comme on ne l'a pas ailleurs. Enfin, on a aussi Nexi, mais Nexi, après, quand on regarde jusqu'à quel point ils sont encore européens, c'est plus discutable. Donc oui, en France, il faut bien qu'on se rende compte sur le paiement, c'est un marché très spécifique, très centré encore sur toutes ses propres infrastructures. En France, on a aussi STET comme chambre de compensation. Je pense que c'est assez exceptionnel à l'échelle européenne. Donc c'est vrai qu'on a une très belle position. Et je suis d'accord sur tout ce qui a été dit. Le problème, c'est que les clients vont de plus en plus sur des solutions internationales et que là, on a un problème d'échelle. On a ce problème d'échelle et de capacité d'expansion et de financement, etc. Donc aujourd'hui, on a des valeurs très fortes, on a quelque chose qui marche très bien, comme carte bancaire. Mais effectivement, la question, c'est que comment on prépare le demain. Et là, oui, nous, on pense que ça passera par instant payment parce qu'à l'échelle mondiale, on voit que account to account, real time, immediate payment, il y en a partout. Il y a plus de 60 solutions. Les wallets prennent partout. Donc, on pense que c'est un vecteur pour le paiement de demain. Mais c'est vrai que comment on gère ces échelles? Donc, comment on ne détruit pas la valeur qu'on a aujourd'hui en France versus ce qu'on va gagner à l'échelle européenne. On va aussi perdre un peu de poids, je dirais, parce que là, du coup, à l'échelle européenne, il faut composer avec les autres. Et les Allemands, les Belges, les Néerlandais, surtout, enfin, ils ne veulent pas forcément exactement la même chose, ou ils n'ont pas la même vision du monde, ou des nécessités. Donc il faut bien se rendre compte que ça viendra avec un certain prix, ce poids plus important. À l'échelle internationale, c'est ça que je pense qu'on ne voit pas toujours. Nous, on pense toujours autonomie stratégique du genre, on va faire chez nous et on va avoir la chaîne complète. Je suis d'accord que la chaîne complète, c'est vraiment essentiel. Et penser la chaîne complète et maîtriser tous les maillons est absolument fondamental. Avoir en tout cas la solution de repli sur tous les maillons. Mais ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne s'exporte pas. On ne voit pas la composante internationale. Moi, ça m'a frappé quand on a commencé avec le projet. Moi, j'étais étonnée. On avait très vite des propositions d'investissement par les Chinois, par les Américains. On avait Walmart qui nous a... Walmart... Je ne comprenais pas. Voilà, exactement. Et eux, ils ont dit, mais c'est très bien, le marché européen, c'est un marché extrêmement porteur, etc. Je me suis dit, mais les touristes, quand ils vont aux États-Unis, ils ne vont pas d'abord chez Walmart. Oui, mais ça va venir, etc. Donc, eux, ils ont voulu tout de suite établir un lien. Et il y a beaucoup de demandes. Et aux US, la remarque la plus fréquente que j'ai, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? On ne comprend pas qu'est-ce que vous faites en Europe. C'est tellement fragmenté. On ne comprend pas. On sait bien qu'on a essayé, on sait bien que c'est très compliqué pour nous d'arriver à ce niveau-là, parce qu'on est démocratique et parce que du coup, il faut trouver un consensus et ça prend toujours du temps. Mais il faut qu'on intègre dans tout ce débat aussi cette composante de l'exportation. Et dans l'exportation, ce que je veux dire, c'est, par exemple... on n'est pas EMVECO présenté à l'échelle de l'Europe. Enfin, on n'est pas suffisamment fort. Alors que c'est là qu'on discute des standards. Nous, alors qu'on avait le savoir-faire et que plein de choses ont été inventées en France sur le paiement, on l'a perdu. On l'a perdu. Aujourd'hui, les standards, les gros standards sont définis ailleurs. Même à l'échelle européenne, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Moi, quand je parle avec les autres, mon Dieu, combien c'est difficile de dire est-ce qu'on va se mettre d'accord sur comment va fonctionner instant payment au point de vente, comment on va fonctionner, est-ce qu'on va... C'est pourtant tout ton enjeu. Oui, je sais, mais enfin, je dis seulement combien c'est difficile, c'est pas vu, alors que tout le monde sur principe politique va dire oui, c'est extrêmement important. Dès que ça devient précis,
il n'y a plus personne. Ou il y a surtout moi, et pas... Et à propos de précis, les premières fois où je t'ai reçu, parce que ça fait quelques fois que tu me fais le plaisir de venir, Carte était encore dans le jeu. Quand ça s'est évaporé, il y avait pourtant déjà les discussions sur la souveraineté et l'importance. Il y avait d'ailleurs les exemples de dire ah bah, s'ils veulent nous couper le GPS, c'est facile, ils appuient sur un bouton. Et on disait bah, le paiement aussi. Et alors qu'est-ce qui a fait qu'avec des arguments aussi massus, on a juste eu des déclarations politiques, mais pas finalement de puissance ni politique ni économique. Il n'y a pas eu. Bah, si je veux faire du mal à tout le monde, ben, on a des projets comme l'euro digital. Ça, c'est la réponse des politiques par rapport à tout ce débat, de dire ça, enfin, ça sera souverain. On va vous l'imposer à tous, mais au moins, ça sera européen. Non, mais Eric, c'est de ta faute. Tout est. Donc, enfin, c'est, je pense, une espèce de shortcut. C'est de la méfiance des institutions de dire. Que c'est presque has-been, finalement, le sujet Carte. Bon, bah, c'est trop tard, on l'a perdu. On va directement faire un leapfrog sur l'euro digital. C'était aussi drivé à l'époque des initiatives des big tech. Et donc, là, il fallait une contre-réaction. Aujourd'hui, il n'y a plus d'initiatives sur le big tech, mais il y a encore l'euro digital. Donc, c'est une manière d'envisager, oui, une solution européenne, mais ça veut dire aussi que les institutions pensent que les acteurs de l'industrie tout seuls ne vont pas y arriver. Ça veut dire ça. Oui, surtout n'hésite pas. Non, mais écoute, d'abord parce que je pense que c'est le cœur du sujet, hein, effectivement. Je pense que la question, c'est... On a vécu avec Martina, on a cru à un moment donné qu'on pourrait emporter un soutien, on va dire, politique sur un projet comme celui-là, au moins pour une quote-part de son financement, parce qu'aujourd'hui, le financement est entièrement financé par les acteurs privés, alors même qu'il offre, je pense, une authentique option d'alternative stratégique, d'autonomie stratégique sur un élément important de la vie économique et du quotidien de centaines de millions d'Européens. Donc c'est dommage, on est passé à côté. Je pense qu'une des raisons qui est derrière, c'est que comprendre la complexité des dépendances, c'est pas facile, il faut rentrer dans les chaînes de production économique. Le paiement, on le sait tous dans cette salle, est certainement un des écosystèmes les plus complexes à comprendre et objectivement, il est méconnu parce que c'est un club de peu d'acteurs. Les politiques sur ce sujet-là, on le conceptualise difficilement, donc on a notre responsabilité d'industriels, de partenaires, de faire en permanence une pédagogie compliquée. Il ne faut pas se tromper aussi, la dépendance économique d'un écosystème, il y a aussi des acteurs qui ont un intérêt à la pérenniser, et il y a un lobbying considérable qui se déploie. On s'en est rendu compte avec le Digital Market Act, le DSA, le Digital Service Act, qu'il y a des domaines où ces dépendances, on les a considérées comme non acceptables, et on attendait déjà d'y mettre de la régulation, à la fois de choses qui touchent à nos valeurs, mais aussi à des modèles économiques, en essayant de casser des logiques de rente ou de position quasi dominante. Il y a des caisses en ce moment à Bruxelles. Ça met du temps, cette prise de conscience de dépendance dans des métiers compliqués, particulièrement les nôtres qui sont extraordinairement virtuels. Comprendre qu'on n'était pas capable de produire des masques, c'est assez facile à comprendre, et la solution pour le répondre, c'est d'avoir des usines qui font des masques. Tout ça, ça reste d'un niveau de compréhensibilité. Les dépendances économiques de la chaîne du paiement, c'est quoi, par exemple ? Parce qu'on a parlé ici, il se trouve qu'on a tous des cheveux blancs, en tout cas moi beaucoup, on a connu toutes les discussions autour de l'interopérabilité des schémas de cartes européens, ce qui aurait été une autre manière de régler la question de... On va connecter cartes bancaires, il faut évidemment des négociations, mais au schéma de cartes allemand, au schéma de cartes espagnol, au schéma de cartes italien, danois, on en a des schémas de cartes domestiques. Ils ne sont pas tous aussi successful et investis que l'a été carte bancaire, mais on avait des positions de marché. On a découvert qu'une partie importante de ces discussions était de toute façon bloquée par la bénévolence d'une partie des schémas internationaux qui ont fourni une technologie source et qui ont des clauses de grand-père, des grandfathering clauses, qui leur donnent le droit de t'autoriser ou pas de toute façon à aller connecter leur techno à leur autre techno de l'autre côté de ta propre frontière. Donc évidemment, là tu découvres que le chemin B qui consisterait à connecter tous nos schémas domestiques les uns aux autres en acceptant un niveau de fonctionnalité standard, mais il n'est même pas dans ta main, tu es obligé d'aller demander l'autorisation de l'autre côté de l'Atlantique. Donc tu te dis, bah oui, évidemment, donc ça va être lourd. Maintenant, c'est des contrats qu'on a signés, j'imagine. Hein, oui, mais à une époque où tu n'as pas conceptualisé ces dépendances, tu t'es pas projeté, tu n'as pas réfléchi ce que ça va être. Je vais prendre deux autres remarques qui m'inspiraient notre discussion. Le premier, c'est, elle le sait, Martina, on a ces discussions ensemble. Le succès de pays, ce sera non seulement quand on l'aura déployé à l'échelle en France, et évidemment ça commence par là, il faut commencer quelque part, mais ce sera aussi quand on l'aura fait reconnaître comme une marque importante dans le monde, parce que les Européens, certains voyagent, font du e-commerce, pas qu'en Europe,
et que demain, on trouvera cette marque de paiement aussi acceptée par des acquéreurs non européens qui ont des échanges importants avec des Européens. Je veux juste donner un exemple. Worldline, nous, on a créé cette société pour donner à l'Europe un acteur à l'échelle de l'Europe, un acteur industriel important pour faire un bon business et contribuer aussi à des projets pan-européens qui, à notre sens, créeront de la valeur pour l'Europe et donc pour nous. Maintenant, qui vient nous voir, nous? Des schémas de paiement non européens, RuPay, c'est et UPI, les schémas indiens qui ont fait évidemment l'équipement du marché indien, aujourd'hui veulent que quand les Indiens viennent en Europe, mais pas qu'en Europe, en Amérique latine, ils puissent payer avec leur schéma domestique indien qui soit accepté chez nous. Avant les affaires de 2014 que tu as vécues, Philippe, les Russes avaient pour leur système de paiement une dépendance considérable aux schémas internationaux. La première sanction internationale qui a été appliquée après l'invasion de la Crimée, ça a été, avec l'autorisation de l'ONU, la suspension des flux transactionnels qui passaient sur les rails Visa et Mastercard en Russie. La réponse de la Russie a été à l'époque de créer MIR et d'accélérer MIR. Et avant le deuxième étape, désormais l'Ukraine, ils étaient en phase d'essayer de commencer à faire le tour d'une partie des pays pour dire il faut accepter MIR en dehors de la Russie. Mon point est de dire cette question d'autonomie stratégique, on a tendance, et c'est pour ça que j'aime pas la thématique de souveraineté, parce qu'elle ne regarde qu'un univers fermé. L'autonomie stratégique, c'est que ton moyen de paiement doit accompagner les besoins de ton économie. Et les besoins de ton économie ne t'arrêtent pas à ta seule frontière. Tes consommateurs, ils achètent en dehors de ton pays, ils achètent sur du e-commerce, ils voyagent. Et dans une logique de longue durée et une vision stratégique, tu dis oui, effectivement, les marques de paiement, les solutions de paiement que je leur donne doivent avoir vocation à les accompagner, si possible, dans toutes les étapes importantes de leur vie. Comme tu as le micro, garde-le 30 secondes de plus. Quand on parle de souveraineté, d'autonomie, à un moment, il y a des acteurs industriels. Alors, il y en a quand c'est du public, parapublic, on voit où est la souveraineté. Ton flottant est à 83%. Combien de temps on peut dire, quand une fois que tu es embarqué dans une aventure, tu es français? Si un jour, c'est un Américain qui achète ton flottant, une entreprise, il est moins cher que l'an dernier. D'abord, effectivement, mais on va faire ensemble. On a 20% de notre actionnariat et plus de 25% de nos droits de vote qui sont détenus par des acteurs européens, Six Payment, Crédit Agricole, etc. Donc, de toute façon, il y a une espèce d'affectio societatis qui se crée, qui fait que ton actionnariat est moins ouvert aux 80. Et de toute façon, il sera ce qu'il sera. L'actionnariat, par définition, d'une entreprise cotée, ça évoluera. Mais une entreprise, c'est pas que son actionnariat. Une entreprise, c'est fondamentalement son histoire, son code génétique, son ancrage, les hommes et les femmes qui la composent, ses relations avec les régulateurs, ses relations avec tous ses partenaires, pour nous, carte bancaire. Tout cet immatériel qui fait l'ancrage d'une entreprise et sa réalité opérationnelle du quotidien, ça ne se déplace pas avec des actionnaires qui, par définition, quand on parle du flottant, sont des gens qui rentrent et qui sortent de ton stock, parfois en moins d'une semaine, qui n'ont pas spécialement un agenda stratégique. Donc le flottant n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est ton identité profonde, ta carte d'identité, ton ancrage territorial, là où sont tes actifs, ce sur quoi tu as investi, ce que tu as développé, les hommes et les femmes qui te composent, ton projet d'entreprise stratégique. Le nôtre, il est fondamentalement européen. On est une entreprise française, on est un acteur de portée pan-européenne, et sur le fond, notre actionnariat ne changera jamais ça. 89% de notre chiffre d'affaires est fait en Europe. On ne peut être une entreprise qui réussira dans la durée que si l'Europe des paiements réussit. Voilà. Et donc ça te donne ta cartographie stratégique, elle est extrêmement simple. Merci. Je retourne sur Philippe, pas 15 minutes. Non, je te taquine, cette fois je te couperai. Non, tu as cité tout à l'heure était, tu as dit. Était Cobadger. Toutes les cartes étaient Cobadger. Ouais, elles étaient à l'origine, puisqu'il y avait carte domestique et carte internationale. Donc la grande idée de Bérégovoy et de ceux qui ont créé, c'était de dire, attendez, pour l'axe autonomie stratégique, investissons dans la filière. Vous les banquiers, vous allez mettre des distributeurs, vous allez gagner du temps à agence et vous allez faire votre modèle multicanal plus tard. Et puis vous, les industriels, Ingenico, Gemalto, Worldline, vous allez prospérer. Et puis vous, le régulateur, on va mettre la Banque de France au conseil de direction CB, on va sécuriser. Et donc, par contre, en contrepartie, toute carte émise en France sera Cobadger. 100% des cartes étaient Cobadger. Et les uns, c'est pour ça que ça c'était vert et bleu. Les verts, c'était les banques vertes qui travaillaient avec Mastercard. Et les bleus, c'était les banques publiques qui travaillaient avec Visa à l'époque. Et donc, c'est pour ça que carte bleue, on mélange carte bancaire, mais c'était Visa. Donc, le bleu et le vert, on a coupé l'histoire. Voilà. Donc là, on est en rupture. On a coupé l'histoire. Donc l'histoire, elle se coupe. Pourquoi elle se coupe? Parce qu'il faut remettre l'église au centre du village et dire que carte bancaire, c'est un réseau national souverain de paiement par carte et mobile,
qui est à côté de 2 réseaux concurrents ou d'autres réseaux concurrents. Hein, c'est pas les mêmes rails. Il faut savoir que quand vous avez une carte avec 2 badges dessus, 2 marques, et ben quand vous payez en France, ça passe sur les réseaux France. Ça veut dire que vos données, on est conforme by Même design. quand on donne le choix. Alors, si tu prends le choix, si tu prends le choix de la marque américaine, tes données, elles partent en Amérique. Sur le TPE, on donne le choix maintenant. Tu as le choix avec le bouton jaune, tu peux. Mais c'est le commerçant qui a le choix primaire dans la loi. Et c'est très important pour l'instant. Sur les sites de e-marchand, je clique. Ça dépend. Tu peux mettre. C'est pour ça qu'il faut connaître CB. Pourquoi tu as des gens qui. Je me rappelle d'un débat avec le directeur de la Tour Eiffel où il n'avait pas vu que son prestataire de paiement avait enlevé le CB. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut remédier. Il y a de la pédagogie à faire. Il y a de la communication à faire et je suis très fier parce que j'ai eu l'air et je voudrais pas passer pour le Fort Knox ou l'Imagino de la carte. Et puis, non, c'est pas du tout ça, CB. CB, c'est une histoire qui nous permet d'être en autonomie stratégique, de faire du fallback s'il y a des incidents, de garder les données et clairement, depuis la prise de conscience que EPI Carte ne se ferait pas, et c'est très récent, ça fait 2 ans. Donc, l'ensemble des membres carte bancaire, à l'unanimité, ont développé un plan qui s'appelle Dynamique, et le mot est bon, Dynamique CB 2026. Et en 2026, clairement, toutes les banques vont recobadger CB, donc co-badging, sur le paiement mobile. Donc, clairement, les 80% de parts de marché de CB, on les retrouvera, puisqu'il n'y avait que 2 banques qui co-badgeaient sur la partie mobile. Donc, on perdait toute la substance de la croissance mobile. Et ceux qui ont alerté sur ce sujet-là, ce n'est pas les banques, ce n'est pas les industriels, c'est les commerçants. Parce que les commerçants, ils ont fait valoir, attendez, les atouts de CB, c'est que CB, c'est 10 fois moins cher. CB, en moyenne, est 10 fois moins cher. CB, c'est en millimes, et quelque part, les ICS intrants, c'est en centimes dans la chaîne de valeur. Et ça, c'est marquant pour le commerce. Oui, mais ta campagne de publicité, elle n'est pas payée moins cher, elle est payée français. Non, mais justement, et je paye français. Alors, il y a des détracteurs qui ont dit à Philippe, tu dis c'est CB, c'est payé français, et tu as JP Morgan Chase qui est venu. Tu fais la belle part aux Américains. Pas du tout. JP Morgan Chase, première banque mondiale, elle est venue sur CB pour plusieurs raisons. Parce qu'elle gère des GAFAM, des grands comptes mondiaux, et ces comptes mondiaux, ils croyaient qu'ils allaient tout faire en Angleterre avec le Brexit et tout. Brexit, paf. Et ben, du coup, ils regardent l'Europe continentale. Comme dit Martina, en Europe continentale, vous avez 4 ou 5 schemes, dont CB pèse 20% de l'Europe de la carte. Et donc, quand on regarde... moi, je suis en offensif, là. Je suis en offensif, mais en faisant venir des gens chez nous, en autonomie stratégique. Et donc, JP Morgan arrive en disant, moi, mes grands clients, ils me demandent de venir sur CB, parce que CB, c'est à 80% du marché français, et je peux plus travailler avec des flux en Irlande ou parce que la RGPD, tout ça, et c'est moins cher, c'est moins fraudé, parce que c'est bien surveillé, et c'est innovant, parce que, Philippe, tu fais le tap-to-pay, tu fais ton sans contact. Voilà. Dernière chose, le projet européen sur le wallet, c'est Martina. Moi, j'abandonne pas l'idée, je suis un optimiste, et donc, à l'horizon 2026, il y a 20 millions de cartes sur les 77 millions qui, aujourd'hui, sont émises dans un standard qui s'appelle CPACE. Ce CPACE, il est indépendant, libre de droit à l'émission. Ça veut dire que ce que disait Gilles, ce qui était vrai, les accords, les politiques et les industriels et les banquiers des 10 dernières ou 20 dernières années n'avaient pas regardé cet aspect. Donc, on était sous des notions de grand phasering. Tout ça, on peut s'en sortir. Donc, ça veut dire que sur notre territoire, on est à la fois souverain, mais derrière, moi, je ne suis pas totalement pessimiste sur des capacités d'interconnexion avec les survivants. Girocard est survivant, mais a loupé le e-commerce. Les Italiens ont loupé le sans contact, ils ont que 25% de part de marché, ça va être compliqué. Par contre, en Belgique, on a des très belles parts en Belgique avec des banques françaises. Donc, la Belgique émet en CPACE, des banques allemandes émettent en CPACE. 20 millions de cartes et en 2026, 80 millions de cartes CB seront en CPACE. Donc, on peut très bien relancer potentiellement l'interconnexion. L'interconnexion, c'est quoi? C'est des volontés politiques, c'est des règles à établir, mais c'est aussi la capacité à faire profiter nos amis de taux de fraude inférieurs de CB, nos amis allemands du fait qu'ils sont moins cartes que nous, et peut-être les Italiens les faire monter en son contact. Voilà, j'ai encore des rêves. J'ai 62 ans, mais j'ai encore des rêves. Et des industriels qui ensuite feront les réémissions des cartes dans les standards qui ont été arrêtés, évidemment, et qui sont prêts à le faire. Donc on est aussi offensif. Vous voyez qu'on parle business à l'Axel. Et la carte n'est pas morte. Et voilà, compléter d'un wallet européen, ça peut tout à fait... Ce que tu dis, c'est qu'on peut toujours renaître de ses cendres. Quoi, mais... On n'est pas mort. À 75% de part de marché au plus bas, je ne crois pas qu'il y a 20% de part de marché. Trouve-moi une boîte qui pèse 20% de part de marché en Europe. Trouve-moi une boîte. CB. Mais je parlais du projet carte européen. Européen. EPI. Donc,
comment on fait quand on essaye de lancer une marque européenne et que, parce que j'imagine il n'y a pas qu'en France, où on a payé Cocorico, donc il y a d'autres pays, c'est un autre emblème, mais est-ce qu'on arrive à avoir les deux dialogues? Est-ce que finalement ton boulot il est plus politique que technique aujourd'hui pour faire passer des messages d'onboarding globaux? Parce que ton enjeu, toi, il est transnational, il n'est pas local. Oui, enfin, je crois mon premier job, en l'absolu, je pense que j'étais là quand c'était une idée, puisque les banques françaises ont eu la gentillesse de m'associer à cette réflexion. Mais mon premier boulot était de faire représentant de commerce, oui, de faire la tournée de popote en Europe et convaincre les autres actionnaires, parce que ça, les banques françaises ne l'ont pas fait. Donc, il fallait vendre l'idée, mais sincèrement, encore une fois, les grandes banques, les grands acteurs industriels, ils comprennent 100% de ce discours. Alors oui, avec des deuxièmes plans d'idées, oui ou non. Je peux le dire. Enfin, les banques italiennes ont essayé de nous vendre leur scheme, qui était nul, et ils ont vraiment essayé de le vendre et au prix fort. Enfin, je pense que tout le monde était conscient qu'il y avait de la valeur en Europe, mais il fallait vraiment qu'elle soit démontrée. Là, on ne pouvait pas la démontrer, donc on ne l'a pas fait. Alors, les banques italiennes étaient dans le projet, mais elles sont sorties quand elles ont compris qu'on n'achèterait pas. On a acheté iDeal parce qu'il y a une vraie valeur. Il y a 1,5 milliard de transactions, il y a plus de 300 000 commerçants. Enfin, ça avait un poids. Donc, je pense qu'il y a de la conscience, il y a de la volonté. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'intérêts individuels. Je ne veux pas m'étendre dessus, mais les Espagnols sont sortis à cause d'un intérêt individuel bien prononcé qui s'est manifesté à un moment donné. Bon. Et qui a fait tomber, et ça aussi c'est une dynamique dont il faut avoir conscience, c'était un effet domino. Il y avait une première banque qui est sortie, qui a pris de court toutes les autres banques espagnoles dans le projet. On avait le plus d'actionnaires étaient espagnols, et pas français, pas allemands, espagnols. Ils sont sortis les uns après les autres parce que cette banque est sortie. Et parce qu'il y avait un effet domino. Donc on est très fragile, soyons honnêtes, dans cette dynamique européenne, et ça tient, et c'est comme toujours dans les projets européens, à la volonté de quelques hommes et femmes, mais bon, hommes avec un grand H. Et vraiment, c'est peut-être aussi la faiblesse, parce qu'aux États-Unis, ça tient par la politique. C'est très différent. La politique n'est plus en soutien parce la politique, elle est beaucoup plus en soutien. Je veux dire, la législation, les hommes politiques américains interviennent pour Visa et Mastercard. J'aimerais bien voir un politicien qui interviendra pour CB ou pour EPI à l'échelle européenne. Donc c'est très très différent. Localement, il y a eu des soutiens verbaux. Il y a eu des soutiens verbaux, des belles lettres, etc. Mais déjà, quand on parle de sujets comme partenariat, public-private partnership, c'est le mot que je ne peux plus entendre parce que ça ne veut rien dire. Donc, enfin, on est quand même très prisonnier de nos faiblesses, je trouve. Et aussi, pour parler plus précisément du paiement, il n'y a pas de politique industrielle du paiement. D'accord, il y a un projet de la BCE, mais est-ce que ça, c'est pour le secteur des paiements qui fera qu'on aura tous les maillons de la chaîne? Parce que ça, c'est pas seulement d'avoir un projet européen, il faut nourrir tout le contexte, les prestataires techniques d'acceptation, les acquéreurs, les fabricants qui interviennent dans la chaîne, c'est les banques, les commerçants. Sinon, ça marchera pas. Et ça nous manque totalement, alors que dans d'autres pays, ça existe. Et à ton avis, pourquoi? Parce que c'est pas reconnu comme un secteur à part entière. C'est clair. Par exemple, quand on a demandé pour les subventions, il y avait des subventions pour les batteries. Je ne sais pas pourquoi les batteries étaient tellement mieux que les paiements, parce que les paiements, c'est toutes les transactions. Ok, les batteries, il nous les faut pour les voitures maintenant. Mais quand même, enfin, les transactions, c'est tous les jours. Est-ce que ça ne méritait pas plus d'attention, plus d'engagement? Et surtout, le montant qu'on demandait, c'était quand même très, très dérisoire par rapport au montant dont on parle aujourd'hui pour l'euro digital. Enfin, vous comprenez ma frustration. Finalement, je suis contente parce que j'ai des gens autour de la table qui sont convaincus. Et c'est beaucoup mieux
que des gens à qui on a imposé quelque chose par une réglementation. Des gens qui croient, des gens qui voient, des gens qui sont aperçus de la valeur. C'est bien mieux que par une réglementation. Donc je ne regrette pas, mais néanmoins ça n'a pas été facile, il faut bien le reconnaître. Tu es encore au milieu du chemin. Vous êtes vers le passé, là. Ben, bien sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire, au moins, on a tenu jusqu'à maintenant. On est en phase de lancement. On a les choses qui sont rodées maintenant. On a pris certaines étapes. Donc, c'est bien. Toi qui es sans doute la plus européenne d'entre nous, on reconnaît ton accent du sud parisien. Comment tu interprètes cette situation? Pourquoi on n'est pas capable, sur un gros secteur comme celui du paiement, mais en fait il y en aurait d'autres, hein, on pourra en citer d'autres, mais d'abord de se défendre aussi bien à Bruxelles que nos amis américains, parce qu'eux ils savent très bien le faire, d'avoir une politique publique-privée, alors tu n'aimes pas ce terme, mais où quand même le public vient, met aussi des sous, pousse les autres à y aller. Comment toi tu l'interprètes avec, peut-être tu es plus souvent dans cette vision transnationale Ouais, je pense que c'est aussi dû à la construction de nos institutions. Par exemple, on parle ici de comment atteindre cette souveraineté. C'est très, très surnois. Par exemple, sur le business model. Regardons comment réagit la DG Comp. La DG Comp, elle applique... parce que, aujourd'hui, quand je dis on n'a pas de politique industrielle, qui est le plus puissant à l'échelle de l'Europe? C'est DG Comp. C'est l'autorité de la concurrence et pas quelqu'un qui fait une politique industrielle ou la sécurité ou je sais pas quoi. Non, c'est DG Comp. DG Comp arrive vraiment à faire des choses. Ok ? Donc, et qu'est-ce qu'ils appliquent ? Qu'est-ce qu'ils ont appliqué pour le paiement ? Quand ils ont fait la réglementation IFR, c'est calé sur le business model américain. Ça a été fait et on a été mis à l'échelle des schemes internationaux. Voilà. Donc, on n'a pas compris. Et je ne leur jette pas la pierre. Ils ont pris un existant, ils ont essayé de s'en sortir, voilà. C'était dans les prémices, mais franchement, ça nous a fait collectivement beaucoup de tort. Mais est-ce qu'on a fait notre rôle de lobbying c'est un métier aussi. Je pense que oui, du lobbying, il y en a eu encore et encore. Mais bon, on a mis du temps. Je trouve que maintenant, avec le DMA, c'est mieux. On est allé plus loin, il y a eu plus d'ouverture. C'est intéressant, vraiment. Mais on a toujours le délai de temps entre, il se passe des choses dans le marché et combien d'années, nous, après, on a une réglementation donc qui fait que le marché est déjà parti. Donc on a un gros sujet de réactivité, de compréhension et de coopération avec les autorités pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe dans le secteur. Parce qu'on le sait tous, oui, c'est très compliqué, très difficile, mais là, on manque. Et là, encore une fois, DG Comp applique le principe level playing field, etc. Est-ce qu'on est vraiment level playing field dans le cadre des paiements en Europe? Est-ce qu'on peut être level playing field ou c'est pas de dire là, tu as les géants et maintenant, bats-toi. Vas-y, cours, vas-y. C'est à la limite du ridicule, à vrai dire. Non, je pense qu'on est... Tout ce que dit Martina, pour ceux qui ont effectivement connu les différentes époques de la réglementation publique, deux, trois choses ne sont pas arrivées par hasard. Il y a clairement eu une époque, et ce n'est pas un hasard s'il y a finalement le Brexit et l'Angleterre ne participe plus, et je pense qu'on n'aurait jamais eu le DMA et le DSA dans la précédente organisation politique, parce qu'il y avait deux visions du monde qui étaient différentes, juste pour appeler un chat. Il y a des Britanniques qui ont une vision anglo-saxonne plutôt libérale, et que les histoires de politique industrielle, c'était des trucs de français, parfois d'allemands, et qu'ils n'étaient pas des grands fans de tous ces trucs-là, que le marché fasse sa loi. Le marché, c'est formidable quand tu es à peu près à armes égales et que tu démarres à peu près sur la même starting line. Quand pour des raisons qui tiennent à les effets d'agrégation, de volumétrie, qui fait que le plus grand marché du monde est le marché américain, et que quand tu pars des États-Unis, que tu as déjà capturé les volumes américains et que tu débarques ailleurs, tu as une espèce de 3 km d'avance sur la ligne de départ. Dans l'industrie du paiement, crois-moi, tout de suite, tu commences déjà à partir quand tu es le petit Européen de service, même quand tu raisonnes pan-européen, tu as déjà quelques dizaines de milliards de transactions de retard avant d'avoir même allumé ton premier serveur. Donc quand tu as cette vision du monde qui ne veut pas considérer qu'effectivement au début tu pars sur la même starting position, tu as un petit problème pour considérer qu'effectivement tu as level playing field, surtout quand tu as une philosophie qui était extrêmement puissante pendant des décennies, qui a dit en gros l'Europe c'est un marché libéral. Pour ramener une vision stratégique, qu'elle soit nationale, qui a permis, et il faut qu'on s'en bénéficie tous les jours, d'avoir eu des banques qui ont porté CB et qui ont accepté d'investir et de faire en sorte qu'on a une alternative française à l'échelle du marché français
innovante, qui a de l'investissement, qui n'a pas raté le e-commerce et qui continue. Honnêtement, ça n'a pas été le cas partout en Europe. Il y a même des endroits où on a vendu ces schemes domestiques aux schemes américains à une époque. Parce que ça, c'est la première chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle période qui s'ouvre où effectivement, la prise de conscience de cette autonomie stratégique dans des secteurs industriels, au sens large, au-delà du paiement, est là. Et il y a moins d'opposition de principe à l'idée que parfois il faut organiser notre moindre dépendance stratégique ou notre plus grande autonomie stratégique et que ça implique une coopération pouvoir public, industriel, acteurs, projets, financement. Le paiement, objectivement, je pense, et ça c'est mon deuxième commentaire là-dessus, a souffert du fait qu'il n'a pas été vu comme une grande industrie. Quand on est à l'Axel, c'est pas difficile, on est entre experts, mais on parle de quoi à la fin? On parle d'une industrie qui pendant des décennies a été complètement cachée derrière les banques et qui est passée au second rideau de l'immense océan des services financiers au sens large. On était quand même des activités de back-office. Voilà, donc il a fallu qu'elle naisse, cette industrie. On y a participé, nous, Worldline, mais pas que nous. Elle a émergé en tant qu'industrie qui a des problématiques spécifiques, soit avec des banques comme actionnaires, ce qui n'est pas du tout un problème, soit avec des acteurs non bancaires. Mais elle est de facture récente en Europe, quand on la regarde dans sa définition actuelle, avec des fintechs, des startups, des partenaires. Donc tout ça est une création récente. Et le temps du politique pour appréhender la naissance d'un secteur, en comprendre les problématiques, comprendre éventuellement les dépendances stratégiques, est du temps long. Et du temps long qui suppose, oui, de la pédagogie, oui, des efforts de lobbying. Nous, par exemple, quand on est apparu, nous aussi, on est de facture récente. Worldline, ça rentre en bourse en 2014. On est devenu ce qu'on est en 6-7 ans. Donc, une des choses qu'on a fait avec Nexi, avec certains confrères, c'était de créer une association à Bruxelles, s'appelle l'EDPIA, la European Digital Payment Industry Alliance, l'alliance des industriels du paiement européen, pour justement réaliser qu'on avait un énorme loop, c'est que toutes les associations qui parlent de paiement en Europe ne sont pas des associations, pour l'essentiel, d'acteurs européens. Ces acteurs internationaux qui mettent Paiement Europe, Avenir Paiement Europe, etc., tu découvres derrière que tu as à peu près des Américains. Donc à un moment donné, si tu veux amener un point de vue un peu différent qui enrichit le débat et permet d'avoir un peu de stéréophonie, il faut faire ce genre d'effort. C'est de l'argent, c'est du temps, c'est aller à Bruxelles souvent, c'est travailler avec les régulateurs, c'est exprimer un point de vue. Mais je pense qu'on mûrit. Moi, Philippe le disait, il n'y a aucun combat qui est définitivement perdu. Il n'y a que ceux que tu ne veux pas livrer. Et je pense que sincèrement aujourd'hui, je pense qu'il y a un alignement de vecteurs qui nous permet de penser que non, il ne faut pas fermer l'Europe du tout. Ce n'est pas une question de souveraineté à l'ancienne en disant je nationalise tout, je ne veux voir aucun étranger. Ce serait complètement débile. Le paiement est un écosystème riche. En revanche, il faut penser que nous, Européens, on a notre place dans l'écosystème des paiements mondiaux. Ça ne se réduit pas uniquement à contrôler les flux de paiement qui se passent en Europe avec une alternative européenne au cas où un jour ça se palmasse avec des partenaires et des amis de longue date. Ça peut arriver malheureusement. Mais c'est aussi penser qu'on peut apporter notre technologie, notre innovation, aussi au-delà de l'Europe, pour accompagner les besoins économiques des clients, des commerçants européens et de ceux qui veulent faire du business avec l'Europe. Et ça, ça va prendre, je pense, un peu de temps à reconstruire, parce qu'on est parti d'un peu loin. Mais on commence à avoir des industriels à l'échelle, on a des grands projets pan-européens, on a des schemes domestiques qui sont encore vivants, on a des banques qui sont des importants, plus que des importants, qui sont des acteurs décisifs de l'écosystème, puisqu'à la fin, ils équipent les porteurs. Ils font la politique de distribution, c'est juste vital. Je pense qu'il y a une prise de conscience que tout ceci peut faire du sens, d'un point de vue business d'abord. Il ne s'agit pas juste de se faire plaisir entre disant ici c'est une ligne Maginot. Non, non, c'est pour faire du business, retrouver des équilibres économiques qui nous soient moins défavorables, parce que je reviens sur mon point, il n'y a pas de dépendance, au-delà du risque un jour de ne pas avoir le service ou le produit, il n'y a pas de dépendance que tu ne payes pas. Donc je pense qu'on est tous adultes. Et quand je parle de projet européen, oui, projet européen, c'est pas qu'il n'y a pas une réalité européenne, Dieu sait, et on s'en félicite chaque jour, mais c'est qu'on le sait tous, dans plein de politiques, c'est encore working progress, politique énergétique, politique de la défense, et je pense que la politique du paiement européen, elle est un peu working progress, et ça suppose que ce type de dialogue continue et s'étende. On va faire une dernière ronde de questions. Philippe, tu as vu, je reviens de temps en temps quand même. Est-ce que tu penses que, aussi une des raisons peut-être qui peut faire qu'on a ces systèmes de paiement parfois très locaux, c'est parce qu'on a aussi que des banques très locales, même si elles ont des grosses... les banques françaises sont très puissantes au niveau européen, en taille de bilan, mais à la fin, en termes d'activité, elles sont quand même très locales, pareil dans chaque pays. Est-ce que, comme je crois qu'on a un président qui récemment, il a fait plein de trucs récemment, mais entre autres, il avait dit que ça serait bien qu'une banque européenne rachète une banque française. Est-ce que tu penses qu'avoir des acteurs pan-européens pourrait changer et donner une dynamique différente au paiement pan-européen ?
Bon, soyons modestes. Moi, je suis issu d'une banque qui a fait de grandes fusions en Europe. À un moment donné, j'ai géré 15 projets, 100 projets dans 15 pays différents en même temps. Donc, de Banque Ouest à la Turquie, j'étais chez BNP, Fortis, le Maghreb, voilà. Et pour revenir au paiement, c'est des habitudes et des usages de proximité. Le sicilien et le wallon, voire le flamand, et l'italien, c'est pas du tout pareil. Et on l'a bien vu dans le descriptif qu'on a eu. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut être déjà fort sur ses bases. Donc il y a l'aspect défensif et offensif. Il faut faire un modèle biface. Donc sur le défensif, aujourd'hui dans les paiements français, on l'a montré, l'histoire de 40 ans, parce qu'il y en a 40 ans d'histoire sur ce truc-là, donc c'est un actif historique. Moi, j'ai fait des lettres, après le discours de la Sorbonne de Macron, le premier, je lui ai fait des lettres. Bon, ça n'a pas été entendu, ça même, bon. On en a fait aussi avec France FinTech, on a fait plusieurs lettres sur cette filière paiement qui n'a pas été reconnue, Martina l'a dit. Il y en a qui en sont morts à côté de nous, on parlait des Italiens, enfin ils ne sont pas morts, mais voilà, 25% de part de marché. Là. Bon, CB va passer la crise de croissance ou l'arrêt de la crise de pays cartes. Quoi. CB passera très bien ça. Ce que je veux dire, c'est que de manière offensive, moi je crois beaucoup au potentiel public-privé sur ces sujets de paiement. La vente de cette filière, de sa capacité à être vitale pour une économie, vitale pour un territoire. Je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les politiques. Aujourd'hui, on a un vrai momentum. Je ne fais pas de politique, mais c'est quand même de la politique. On a un vrai momentum pour parler de ça. J'observe avec plaisir, c'est pas fini, mais que sous l'égide d'Éric et de François Villeroy-de-Galhau, qui ont rassemblé au sein du CNMP l'ensemble des moyens de paiement, parce qu'avant c'était totalement siloté, le fiduciaire là, le scriptural là, au sein du scriptural. Bon, faut arrêter ça. Moi j'ai fait 20 ans de multicanal à la BNP, maintenant c'est le multipaiement. Donc là, clairement, le régulateur a compris, les politiques comprennent que c'est multipaiement, que c'est complémentaire. Avec de la résilience et de la sécurité à mettre dessus. Et bon, je ne peux pas dévoiler ce que sera les objectifs de 2030, mais moi, une de mes grandes réassurances en France, c'est que dans les objectifs de 2030, CB, Estet et la défense de ses intérêts sont déjà inscrits par tout l'écosystème, pas que les banques, les industriels, les commerçants et les consommateurs valident le fait qu'il faut défendre cet actif. Donc ça, c'est une lueur d'espoir. Deuxièmement, je le répète, cet actif, il est up-to-date sur l'innovation. Il faut arrêter de se faire du bashing. On est up-to-date sur l'innovation et je le maintiens. On est indépendant pour tendre la main à nos amis allemands ou à nos amis italiens, à ceux qui voudront, mais vouloir le faire à 26 d'emblée, no possible. No possible. Il y en a, ils ont déjà abandonné. Et alors, je ne parle pas d'avant Brexit, comme dit Gilles, tant qu'on est. Mais maintenant, sans le Brexit, à 5, 6, 7, en bilatéral, on peut faire des choses. Bon, ben, c'est déjà beaucoup. Et si tout ça permet... Il y a deux éléments fondamentaux sur lesquels je veux finir. Un, résilience et sécurité. Le paiement, il faut que ça fonctionne tout le temps, il ne faut pas que ça se voit. Voilà. Et deuxièmement, c'est le changement de modèle du consumérisme mondial. Aujourd'hui, on est en pleine crise, à la fois de la supply chain, du commerce et tout. J'ai rassemblé dernièrement à la station F600 commerçants, le monde du commerce dans une journée du commerce CB. Ce qui a apparu très clairement, c'est que la surconsommation... Ça ne tient pas. À 20 ans, le modèle qu'on a eu pendant 20 ans, où le consommateur, nous étions les rois, la DG Comp, elle a raison. Tiens. La DG Comp, c'était le consommateur roi, même si tu prends de l'américain, même si tu prends du chinois, il faut vendre, C'est fini. Les jeunes générations n'en veulent pas. Donc ça va mettre 20 ans. Mais notre génération, il faut bien qu'elle comprenne que maintenant, c'est l'usage, et c'est pas j'achète plus, c'est je réutilise, je transforme, je fais une valeur d'usage, je loue mon bien, ça ne m'appartient plus. Donc les jeunes générations, moi je rigole parce que c'est arrivé par l'Internet, bien sûr, par le digital, mais ça va révolutionner les choses. Parce que c'est des circuits courts. Donc le circuit court en Europe, c'est CB, Girocard, machin, on peut refaire des choses avec Worldline, avec Nexi. On a les moyens. Alors après, faut bosser. Après, il faut que les politiques nous aident un peu. Il faut que les règles, elles soient same level playing field. Et là, il y a un vrai boulot. Et je reviens au co-badging. Le co-badging, c'est le meilleur du monde. J'accueille JP Morgan, j'accueille les marques sur un co-badging. Mais il faut que sur notre réseau domestique, quand on paye français ou quand on paye européen, on le sache et qu'on le défende un peu. Parce que si, dans nos familles,
avec nos enfants, avec nos politiques, on dit bah, vas-y, c'est pas européen, c'est pas, mais c'est bien parce que tu peux consommer. Si on continue à acheter plus, de toute façon, ça tient pas. Je suis ingénieur agronome. Le modèle, pour finir, le modèle de surconsommation durable, enfin non durable, il tient pas. Alors on a tous été gavés comme des oies à la surconsommation, donc moi aussi, hein, mais ça tient pas. Je suis périgourdin aussi. Donc, c'est pour ça. Donc je défends la filière du gavage aussi. Vous m'avez compris, c'est un message d'optimisme, mais il faut se mettre au boulot et il faut avoir des convictions. Si on n'en a pas, si c'est juste... Non, dernière chose, je vous ai dit, j'ai une année, j'avais 100 projets dans 15 pays différents. Et je parle très mal anglais et volontairement je parle mal anglais. Parce que quand un Ukrainien, j'arrivais avec un Ukrainien, j'avais dans la même salle un Turc, un Ukrainien, un Marocain, un Wallon, un Flamand, un Italien du Nord, un Italien du Sud, et ben quand j'étais pas content, dans mon anglais, ils comprenaient. Parce que si vous faites des slides en anglais, à la fin de la réunion, tout le monde il est content, et Martina elle vit ça tous les jours, j'en suis sûr. Tout le monde il est content, mais personne n'a rien compris au truc. Voilà. Sympa pour tes slides. Voilà. Donc, il faut que culturellement... Elle parle très bien anglais. Je réponds à ta question. Culturellement, c'est en proximité le paiement. Et les usages, c'est en proximité. Et on ne déformera pas. Moi, j'avais dit un jour à un grand patron, est-ce que vous épouseriez une laponne ? Parce qu'il me parlait de l'Internet, des lapons. Mais bien sûr, je peux épouser une laponne. Hein. J'ai rien contre les lapones. Mais ce que je veux dire, c'est que... Quand on vit 24 heures pendant 6 mois sans le soleil et que vous êtes à distance, vous sortez pas pour faire vos retraits. Quand vous êtes à Naples, vous allez faire un peu de cash. C'est pas la même vie, mais c'est ça le paiement, c'est notre vie. Soyons réalistes, c'est pas l'innovation qui tire ça. Ça changera pas. Alors on peut avoir de l'IA, on peut avoir de l'internet, ça facilite. Mais ça ne changera pas. Voilà. Le paiement est au cœur de la vie quotidienne. Et là, je ne parle pas des virements internationaux pour les grandes entreprises. Voilà. Donc, c'est passionnant. On a un vrai actif historique avec CB. On a l'unanimité des banques. On a le soutien des régulateurs. Il faut que les politiques françaises et européennes, j'abonde avec tout ce qui a été dit, c'est un peu dommage que depuis 10 ans, ils n'aient pas pigé que c'était une filière aussi importante, sinon plus que les batteries. Voilà. Ouais. Martina, on vient de parler de tes slides. Au-delà des slides, c'est quoi Gilles parlait du momentum. Gilles parlait du momentum qu'on a aujourd'hui. Tu disais que tu es live depuis 2 jours. Bon, la carte, on oublie. Il y a Wiro. Tes grands enjeux. N'oublie pas la carte. Hein. On va pouvoir l'intégrer aussi. Enfin, moi, la carte, il faut faire très attention à ne pas détruire la valeur qu'on a. Enfin, donc, je voudrais juste rectifier ça. Vas-y. C'est surtout, exactement, et surtout dans le paiement, on sait bien que les cycles chez le consommateur, ils sont longs. Et avant de pouvoir dire une innovation, c'est vraiment affirmé, etc., il faut du temps. Quand je dis on l'oublie, je veux dire, c'est pas dans les pays, c'est pas dans le périmètre de pays. C'est ça que je voulais dire, je te demande pardon. On va l'intégrer dans le wallet, hein, donc c'est dans le périmètre de pays. Mais okay. Bon, c'est quoi tes grands, j'allais dire, enjeux à très court terme pour que, quand on se revoit l'an prochain, tu aies encore plus de signes d'optimisme c'est de faire. Là, on est dans la dynamique de lancement. Donc, oui, on a commencé avec l'Allemagne. Maintenant, il y a la Belgique et la France qui vont suivre. Dans l'espace des 6 prochains mois, toutes les banques partenaires vont avoir lancé. On est très heureux qu'on a beaucoup de demandes d'autres banques membres, des banques plus petites qui vont suivre. Et qu'à la fin de l'année, donc, on réussisse donc, à la fois ce lancement sur le P2P, il y aura une grosse campagne de marketing en septembre et octobre, et qu'on réussisse ce POC sur l'e-commerce en décembre en Allemagne pour lancer en sérénité. Et on a commencé toute la coopération avec le monde des commerçants d'une façon étroite. Pas plus tard que ce matin, on avait un bon petit déjeuner avec le commerce français pas loin d'ici. Et donc qu'on reste sur ce rythme parce que le marché ne nous attend pas et donc qu'on réussisse à délivrer et qu'on réussisse à tenir ce qu'on a dit, qu'on leverage toutes les innovations qu'on a parce que je trouve qu'en Europe on en a beaucoup. L'avantage que j'ai, c'est qu'on a un filtre, on voit arriver beaucoup d'innovations de par des différents marchés où on est. Et on doit avoir ce filtrage intelligent, cette intégration du best of breed de l'Europe pour cette solution. Et dernier mot sur le sujet, est-ce que tu comptes dans l'année ou les 18 mois à venir onboarder de nouveaux pays ?
Alors, on est en discussion avec les nouveaux pays, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut des gens extrêmement convaincus. Malheureusement, en Europe, on en a beaucoup qui disent « partez déjà, on viendra après ». Hein, c'est les grands courageux, là. Donc, c'est pour ça que je remercie... Dis-moi si l'eau est froide, j'arrive. Exactement. On va attendre que ça soit bien affirmé et là, on va sauter sur le train, mais avec les mêmes conditions. Donc, c'est un peu lâche, c'est comme ça, c'est la nature humaine peut-être. C'est pour ça que je dis que plus que tout, je pense que c'est une histoire de conviction et de personnes qui sont volontaires, qui voient l'intérêt. Oui, le fait d'avoir des banques pan-européennes ou des acteurs pan-européens comme Worldline et Nexi à bord compte énormément. Parce que si on n'avait pas des banques comme BNPP, ING, Deutsche Bank qui ont des opérations dans différents pays, et pour qui c'est vital que ce soit européen et pas national, je pense que ça serait beaucoup plus difficile. Voilà, donc pour moi, ça c'est le fait d'avoir ces convictions qui est le plus important, parce qu'à la fin, c'est des gens qui font bouger tout ça. On peut aussi attendre, comme font certains pays, et ne pas bouger. Mais ça, c'est pour moi pas une vraie voie et on a tout ce qu'il faut en Europe pour réussir. Donc allons-y et faisons parce que le plus grand obstacle, c'est nous-mêmes par rapport à tout ce qu'on a à faire. Donc ça, c'est pour moi vraiment la quintessence après tous ces mois. Et oui, si on réussit, il y aura beaucoup d'autres pays. Il y a des pays en Europe de l'Est là, qui sont intéressés, mais qui évidemment veulent voir est-ce que ça démarre dans les grands pays, parce que sinon ça n'a pas de sens pour eux. Merci beaucoup. Gilles, je vais te laisser le mot de la fin. On s'est rencontrés il y a une petite douzaine d'années, la première fois qu'on avait pris un verre. Je crois qu'on parlait déjà plus politique que paiement. J'ai commencé ces entretiens en disant que le mot souveraineté pour toi avait plein de sens et pas seulement celui dans le paiement. Comment tu conclurais cet entretien sur la souveraineté dans notre industrie et plus globalement Non, par cette conviction très sincère qu'on est tous sortis de l'ère de la naïveté ces dernières années, parfois de manière rapide et violente. Ça nous a rappelé que le monde, comme Philippe disait justement, de la globalisation heureuse était un doux rêve, mais plus rêve in fine que doux. Et qu'il faut se dire qu'effectivement, on a aujourd'hui la chance, au moment où cette prise de conscience arrive dans le paiement européen, d'avoir cette prise de conscience, d'avoir des industriels à l'échelle, parce que le paiement qui n'est pas à l'échelle, ça n'existe pas, d'avoir encore des assets locaux et maintenant des projets internationaux importants, d'avoir, je pense, des régulateurs qui vont devoir un peu shifter la vision qui était on ne régule qu'au titre de la sécurité, qu'au titre de la fraude, qu'au titre de la confiance, vers aussi une dimension autonomie opérationnelle stratégique qui suppose un peu plus que simplement la résilience, c'est d'avoir cette dimension défensive qui est plus la logique résilience, mais aussi la dimension offensive, c'est d'avoir la chaîne complète de la capacité à exécuter notre propre vision. Vouloir un projet comme même l'euro digital, ça suppose demain d'avoir des gens qui seront prêts à investir dans les infrastructures, et au-delà de la dimension obligatoire, c'est-à-dire avec conscience d'entretenir dans la durée l'innovation, parce qu'une bonne idée qui n'est pas adoptée, comme disait Philippe, à la fin de paiement, c'est de l'usage. Donc il faudra aussi accepter les feedbacks de l'industrie, travailler avec cet écosystème, parfois promouvoir des coopérations qu'on n'a peut-être pas imaginées aujourd'hui entre différentes briques de l'écosystème européen, plutôt que des concurrences un peu stériles. Donc tout ça, ça suppose de travailler effectivement en écosystème mieux structuré. Et au bout de ce chemin, il y aura, oui, je pense, une plus grande autonomie stratégique. Et très honnêtement, je le dis comme je le pense, dans le monde aujourd'hui tel qu'il est, on en a besoin. Merci beaucoup pour son fin. Vous pouvez les applaudir.